Un clic. L'écran s'illumine. Accident, hurle dans la salle. 200 invités figent. Vincent blanchit, Claire tremble, vert teinte, 8 virements, 85 000 €. 9 ans pour Lucas, poison prévu. Je dévoile seulement la moitié. Ils croient m'interner bientôt. Ils ignorent mes 1,2 mots et mes alliés juridiques. Ce qui suit les détruit. Mamie, regardez sous la table, mais que personne ne vous voit. Les mots de Lucas explosèrent dans le silence feutré du salon privé. Autour de nous, le tintement des coupes de champagne, le murmure élégant des invités, l'éclat doré des lustres de cristal dans cet hôtel particulier du Marais. Tout disparut. Il n'y avait plus que la voix tremblante de mon petit-fils et mes mains qui cherchaient, sous la nappe de lin blanc, l'enveloppe qu'il avait collée là. Quand mes doigts touchèrent le papier craft, mon cœur bondit comme à mes 20 ans, quand je courais dans les couloirs de l'atelier Dior. Mais cette fois, ce n'était pas l'excitation qui me faisait trembler. C'était la certitude glaciale que ma vie venait de basculer. Car dans cette enveloppe se trouvait l'épreuve que mon propre fils, Vincent, avait orchestré la trahison la plus cruelle qu'une mère puisse imaginer. Et moi, Geneviève Moreau, 69 ans, ancienne couturière du faubourg Saint-Honoré, grand-mère dévouée, j'allais découvrir que parfois, la vérité a le goût amer du poison. Je vous raconte cette histoire depuis mon petit appartement du 11e arrondissement, là où tout a commencé. Les murs gardent encore l'odeur de la laine et du fil, souvenir de mes 40 années à coudre des rêves pour les autres. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous savez peut-être ce que c'est que d'aimer quelqu'un qui vous trahit. Laissez-moi un like si cette histoire vous touche et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule avec cette vérité qui brûle. Revenons à ce mariage maudit du 15 novembre 2024. Claire, cette jeune avocate aux yeux clairs, épousait mon Vincent dans le cadre somptueux d'un salon privé du Marais. 200 invités, des orchidées blanches à chaque table, un violoniste qui jouait du Vivaldi. Claire rayonnait dans sa robe de soie sauvage, le visage illuminé d'un bonheur que j'enviais presque. Vincent, lui, portait ce costume anthracite qui lui donnait l'allure d'un homme d'affaires prospère. Mais ses yeux évitaient les miens depuis des semaines. « Grand-mère, vous semblez préoccupée » m'avait dit Lucas en s'asseyant près de moi. À 9 ans, cet enfant avait une intuition qui me troublait parfois. Ses grands yeux bruns, ceux de sa mère disparue, semblaient toujours voir au-delà des apparences. « Non, mon chéri, grand-mère réfléchit juste. Papa dit que vous réfléchissez trop, que ça vous rend triste. » Cette phrase me serra le cœur. Quand Vincent parlait-il de moi à son fils avec cette froideur? Depuis quand étais-je devenu un fardeau dans leur conversation? L'enveloppe sous mes doigts était épaisse, rugueuse. Je la décollais lentement, profitant du brouhaha des discours pour l'ouvrir discrètement. Ce que j'y trouvais me coupa le souffle. Des photos. Vincent et une femme brune aux lèvres carmin, enlacés sur la terrasse d'un restaurant lyonnais. Un baiser passionné devant l'hôtel Hermitage à Nice, des caresses dans une voiture, le regard de Vincent si tendre qu'il me donna la nausée. Cette femme, je la reconnaissais. Patricia Dubois, la soi-disant assistante juridique de mon fils. Sous les photos, des documents, des virements bancaires pour 85 000 € prélevés sur le compte joint de Vincent et Claire, transférés vers une société écran au nom de Patricia. Des emails imprimés datés d'il y a 3 semaines, plans confirmés avec Maître Le Breton, documents de donation, prêts à signer après le voyage de noces. Elle ne lira même pas, trop amoureuse pour se méfier. Ma gorge se serra. Je continuais à lire, les mains tremblantes. Une fois que Claire aura signé, on disparaît. Je laisse un arrangement pour la vieille, un internat correct pour le gosse. Dans 6 mois, on sera à Dubaï avec l'argent. Mes yeux se brouillèrent. L'arrangement pour la vieille. C'était donc ainsi qu'il parlait de moi, sa mère qui l'avait élevée seule après la mort de son père. La vieille qui méritait un arrangement. Au fond de l'enveloppe, un petit enregistreur numérique. Je glissais l'écouteur dans mon oreille et appuyais sur play, le cœur battant. La voix de Vincent, claire et froide. « Patricia, ma mère devient encombrante. Elle pose trop de questions sur mes finances. Il faut qu'on accélère. Et si elle refuse de signer les papiers de la maison de retraite? Elle signera. Lucas sera déjà au pensionnat. Claire aura eu son accident pendant la lune de miel. Maman sera seule, fragile. Quelques mois de confusion et le tour sera joué. » Je retirai l'écouteur, glacé d'horreur. Mon fils planifiait de me faire interner de force. Il parlait de l'accident de Claire comme d'une chose acquise. Et Lucas, mon petit Lucas, serait envoyé loin de moi pour que je n'aie plus personne.
Mamie ?» Lucas me regardait avec inquiétude. « Vous pleurez ?» Je séchais mes larmes d'un revers de main. « Non, mon chéri, grand-mère a juste eu une poussière dans l'œil. » Mais Lucas ne fut pas dupe. Il se pencha vers moi et chuchota. « Mamie, papa ment beaucoup ces derniers temps. Et la dame aux cheveux noirs, elle est méchante avec moi. » « Quelle dame, Lucas ? » ?»« Patricia. Elle vient souvent à la maison quand Claire n'est pas là. Elle dit que je suis trop gâtée et que papa devrait m'envoyer dans une école très stricte. » Mon sang ne fit qu'un tour. Cette femme se permettait déjà de donner son avis sur l'éducation de mon petit-fils. Elle préparait le terrain pour l'éloigner de moi. Je regardais autour de moi. Claire qui riait aux éclats à une plaisanterie de sa mère. Vincent qui serrait des mains avec ce sourire commercial que je lui connaissais trop bien. Patricia, élégante dans sa robe bordeaux, qui observait la scène depuis le fond de la salle avec un air de propriétaire. Et soudain, je compris. Cette femme n'était pas seulement l'amante de mon fils, elle était l'architecte de cette destruction. C'était elle qui avait poussé Vincent à me voir comme un obstacle à éliminer. Elle qui avait calculé comment s'emparer de l'héritage de Claire. Elle qui avait prévu de faire de Lucas un orphelin de fait. Ma tristesse se mua en colère. Une colère froide, précise, comme une aiguille qui perce le tissu au bon endroit. Car ce que Patricia et Vincent ignoraient, ce que personne dans cette salle somptueuse ne savait, c'est que la vieille couturière du 11e avait ses secrets. 40 ans de petites économies sur chaque salaire, la vente discrète de mon atelier avant la retraite, l'achat d'un pied-à-terre à Bordeaux que je louais sans le dire à personne. Des investissements modestes mais constants. Au total, 2 millions. Mais plus important encore, j'avais gardé tous mes contacts du monde de la haute couture. Des avocats, des notaires, des gens qui me devaient des services et qui n'avaient jamais oublié la petite Geneviève qui cousait leur robe de gala. Je me levai calmement, serrai l'enveloppe contre mon cœur et me dirigeai vers le DJ. « Excusez-moi, mon fils travaille dans l'informatique. Pourriez-vous me prêter votre écran pour une petite surprise ?» Le jeune homme me sourit. « Bien sûr, madame. Vous avez une clé USB ?» Je sortis de mon sac à main le petit pendrive que j'avais préparé ce matin-là, par instinct de couturière qui garde toujours une aiguille de rechange dans son étui. Sauf que cette fois, mon aiguille était numérique. Pendant que le DJ configurait l'écran, je sortis discrètement mon téléphone et envoyai un message à Maître Berenger, l'avocate qui m'avait aidé pour l'achat de Bordeaux. « Urgence. J'ai des preuves d'escroquerie. Gardez-moi tout. S'il m'arrive quelque chose, contactez la gendarmerie. » Sa réponse arriva immédiatement. « Reçu. Madame Moreau, si vous avez des preuves, je les protège. Et si nécessaire, nous alertons les autorités. » Je respirais profondément. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus seule. Car maintenant, il était temps de montrer à mon fils et à sa complice que la vieille couturière savait encore manier l'aiguille. Et que cette fois, je cousais leur linceul. Les applaudissements se turent quand je pris le microphone. 200 visages se tournèrent vers moi, curieux, souriants, attendant sans doute un discours attendrissant de la grand-mère émue. Vincent me regardait depuis la table d'honneur, un sourcil levé, agacé que je perturbe le protocole. « Mes chers amis », commençai-je d'une voix que je voulais poser, « je demande pardon d'interrompre cette belle soirée. Mais avant que nous portions un toast aux mariés, j'aimerais partager quelque chose d'important avec vous tous. » Claire me sourit avec cette gentillesse qu'elle m'avait toujours témoignée. Patricia, elle, fronçait les sourcils depuis le fond de la salle, son verre de champagne suspendu à mi-chemin de ses lèvres carmin. « Voyez-vous, dit-on qu'une mère connaît vraiment son fils ?» Je me tournai vers l'écran géant. Moi, je pensais connaître le mien. Je me trompais. Le premier clic. La première photo apparut. Vincent et Patricia dans leur étreinte passionnée sur la terrasse du restaurant lyonnais. Le silence se fit si brutal qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur le parquet ciré. « Vincent ?» La voix de Claire tremblait déjà. « Qui est cette femme ?» Mon fils s'était levé d'un bond, le visage livide. « Maman, arrêtez immédiatement. Vous ne savez pas ce que vous faites. » Au contraire, Vincent. Pour la première fois depuis longtemps, je sais exactement ce que je fais. Deuxième clic. La photo du baiser devant l'hôtel Hermitage à Nice. Cette fois, des exclamations fusèrent dans la salle. La mère de Claire porta la main à sa bouche horrifiée. « Cette femme, » continuai-je en pointant Patricia du doigt, « s'appelle Patricia Dubois. Elle se présente comme l'assistante juridique de mon fils. En réalité, elle est sa maîtresse depuis 8 mois. »
Patricia s'avança vers l'estrade, ses talons loup-boutins claquant sur le parquet comme des coups de feu. « Madame Moreau, vous délirez. Ces photos sont truquées. Vincent, dites-lui de se taire. »« Truquées ?» Je ris amèrement. « Alors peut-être pourrez-vous m'expliquer ceci. » Troisième clic. L'écran afficha les relevés bancaires. Les virements de 85 000. La société Écran. Les dates qui correspondaient exactement aux photos de leur rendez-vous. Le silence devint assourdissant. Claire fixait l'écran, ses joues vidées de toutes couleurs. Ses mains tremblaient, si fort qu'elle dut poser sa coupe. « Vincent a utilisé votre argent commun », expliquai-je d'une voix qui portait dans tout le salon. 85 000 € détournés pour financer sa liaison. Regardez les dates. Chaque virement correspond à un week-end romantique avec Patricia. « C'est impossible », balbutia Claire. « Vincent, dis-moi que c'est impossible. » Mon fils avait perdu toute contenance. Il gesticulait, tentant de s'approcher de l'écran. « Maman, vous êtes malade, vous avez perdu la tête. Claire, ne l'écoute pas, elle devient sénile. »« Sénile ?» Ma voix se durcit. « Alors écoutons ensemble ce que dit ton enregistrement, mon fils. » Quatrième clic. Sa propre voix emplit la salle, claire et glaciale. « Patricia, ma mère devient encombrante. Elle pose trop de questions sur mes finances. Il faut qu'on accélère. Et si elle refuse de signer les papiers de la maison de retraite, elle signera. Lucas sera déjà au pensionnat. Claire aura eu son accident pendant la lune de miel. » Le mot « accident » résonna comme une détonation. Claire se leva si brusquement que sa chaise bascula. « Un accident ? Vincent, de quel accident tu parles ?» L'enregistrement continua, impitoyable. « Maman sera seule, fragile. Quelques mois de confusion et le tour sera joué. On aura l'argent de Claire et ma mère ne pourra plus nous embêter. » Claire poussa un cri étranglé et chancela. Sa mère se précipita pour la soutenir, tandis qu'elle vomissait dans une corbeille de fleurs. « Vincent Moreau !» La voix du père de Claire tonnait dans le salon. « Espèce de salaud, tu planifiais de tuer ma fille !» Mon fils reculait vers la sortie, Patricia cramponnée à son bras. « C'est un montage. Ma mère fabrique ses preuves parce qu'elle est jalouse. Elle ne supporte pas que je refasse ma vie. »« Jalouse ?» Je ris, d'un rire qui me surprit moi-même par sa froideur. « Vincent, montre-moi de quoi je pourrais être jalouse. » Cinquième clic. L'écran afficha les documents de la donation frauduleuse, la signature de Claire imitée, les papiers préparés par le notaire complice. Voici le piège, mes chers invités. Après la lune de miel, Vincent devait faire signer à Claire des documents soi-disant romantiques, en réalité des donations qui transféraient tous ses biens à la société de Patricia. Le père de Claire était devenu cramoisi. « Le Breton, ce fils de pute de Le Breton, il est dans le coup. Qui d'autre est au courant ?» hurla la mère de Claire. « Qui d'autre a participé à cette monstruosité ?» Patricia tenta une dernière carte. Elle s'approcha du microphone que Vincent avait abandonné. « Tout ceci n'est qu'un malentendu. Vincent et moi, oui, nous nous aimons, mais jamais nous n'aurions fait de mal à Claire. Cette vieille femme invente tout ça parce qu'elle ne peut pas accepter que son fils soit heureux avec quelqu'un d'autre. » Quelqu'un d'autre ? Ma voix monta d'un cran. « Patricia, vous avez 42 ans. Vincent en a 45. Claire en a 28. Vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Vous êtes une prédatrice qui s'attaque aux couples pour voler leur argent. » Je me tournai vers l'assistance médusée. Car figurez-vous que j'ai enquêté sur Mademoiselle Dubois. Ce n'est pas son premier coup. 3 fois mariée, 3 fois divorcée avec de confortables pensions alimentaires. Sa société juridique ? Une coquille vide qui n'existe que pour blanchir l'argent volé. Patricia devint blême. Vous n'avez pas le droit de fouiller dans ma vie privée. Comme vous n'aviez pas le droit de fouiller dans celle de mon petit-fils, ma voix se brisa légèrement. Lucas m'a tout raconté, Patricia. Vos petites phrases sur l'éducation qu'il méritait. Votre insistance pour qu'on l'envoie dans une école stricte, loin d'ici. Vous prépariez déjà le terrain pour l'éloigner de moi. Lucas, qui était resté silencieux jusque-là, se leva soudain. « Papa, pourquoi tu veux m'envoyer loin de mamie ? Pourquoi tu dis que mamie est méchante ? Elle n'est pas méchante. » Vincent tenta de s'approcher de son fils, mais 2 oncles de Claire lui barrèrent le passage. « Lucas, papa t'expliquera plus tard. »« Non !» cria l'enfant, les larmes aux yeux. « Tu expliques maintenant. Mamie, elle m'aime, elle fait des gâteaux, elle m'aide pour mes devoirs. Toi, tu cries tout le temps avec Patricia. » Le salon explosa. Des voix furieuses s'élevaient de toutes parts. Quelqu'un criait « Appelez la police !» Un autre « Ce fumier mérite la prison. » Claire
soutenu par sa mère, fixait Vincent avec un dégoût qui faisait peine à voir. « Tu voulais me tuer, Vincent. Tu voulais tuer ta propre mère, pour de l'argent. Claire, ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi ce que signifie accident pendant la lune de miel. Explique-moi pourquoi tu as volé notre argent. Explique-moi pourquoi ta maîtresse connaît déjà les projets d'école pour ton fils. » Vincent ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Patricia, elle, tentait de se faufiler vers la sortie, mais le chemin était bloqué par les invités indignés. « Où croyez-vous aller ?» La voix du commissaire Blanchard résonna dans le salon. Je ne l'avais pas vu entrer, mais maître Bérengère avait tenu parole. 2 gendarmes encadraient déjà Patricia. « Madame Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, complicité de tentative d'extorsion et blanchiment d'argent. » Vincent recula encore, mais il n'y avait nulle part où fuir. « Attendez, j'ai des droits, je veux un avocat. »« Vous en aurez un, monsieur Moreau, en garde à vue. » Quand les menottes se refermèrent sur les poignets de mon fils, je sentis mes jambes fléchir. 45 ans plus tôt, j'avais tenu ce petit garçon dans mes bras en lui promettant de toujours le protéger. Aujourd'hui, je venais de le faire arrêter. Mais en voyant Lucas courir vers moi et s'accrocher à ma robe, en sentant ses petits bras tremblants autour de ma taille, je sus que j'avais fait le bon choix. Parfois, protéger ceux qu'on aime signifie arrêter ceux qui leur veulent du mal, même quand ils portent notre nom. Le lendemain matin, à 9 heures précises, je poussai la porte de cristal du cabinet Bérengère & Associés, avenue Montaigne. Mes mains ne tremblaient plus. La nuit avait été courte, mais réparatrice. Pour la première fois depuis des mois, j'avais dormi sans cette angoisse sourde qui me rongeait l'estomac. « Madame Moreau », maître Béranger se leva pour m'accueillir. « J'ai étudié vos documents toute la nuit. Ce que vous avez découvert dépasse largement une simple liaison extra-conjugale. Isabelle Bérengère, la cinquantaine élégante, cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, avait cette autorité tranquille des femmes qui ont brisé tous les plafonds de verre. Elle étalait sur son bureau les photos, les relevés bancaires, les documents que Lucas m'avait remis. Vincent et Patricia ont orchestré une escroquerie à plusieurs niveaux, expliqua-t-elle en ajustant ses lunettes. Première phase, détournement des fonds de Claire. Deuxième phase, votre internement forcé. Troisième phase, donation frauduleuse après un prétendu accident. C'est du grand banditisme déguisé en drame familial. Mon cœur se serra. Vous pensez vraiment qu'ils auraient tué Claire? L'enregistrement ne laisse aucun doute. Accident pendant la lune de miel. Ce n'est pas une métaphore, Madame Moreau. Un frisson me parcourut l'échine. Mon fils était donc devenu un potentiel meurtrier, pour de l'argent. Que peut-on faire? Tout, mais nous devons agir vite. Vincent et Patricia sont en garde à vue, mais ils peuvent être libérés sous contrôle judiciaire d'ici 48 heures. Il nous faut constituer un dossier blindé. Elle décrocha son téléphone. « Philippe, j'ai besoin de vous. Urgence absolue. » 30 minutes plus tard, un homme mince aux tempes grisonnantes nous rejoignait. Philippe Morvan, détective privé, spécialisé dans les affaires de fraude financière. « Madame Moreau, j'ai déjà commencé mes recherches hier soir après l'appel de maître Béranger. Ce que j'ai trouvé sur Patricia Dubois va vous glacer le sang. » Il ouvrit une chemise épaisse. Patricia Dubois, née Kovacs en 1982 à Sarajevo. Arrivée en France en 2003. Mariée une première fois en 2005 avec un chef d'entreprise de Lyon. Divorce en 2007 avec pension de 3 000 par mois. Remariée en 2009 avec un médecin de Nice. Divorce en 2012, pension de 4 500 par mois. Troisième mariage en 2015 avec un avocat parisien. Et le médecin de Nice est mort dans un accident de voiture 6 mois après leur divorce. L'assurance vie de E800 000 est allée intégralement à Patricia, qu'il n'avait pas eu le temps de retirer de son testament. Ma bouche s'assécha. Un accident? Officiellement, oui, mais j'ai parlé avec l'expert automobile qui avait examiné l'épave. Sabotage des freins. L'enquête a été classée sans suite faute de preuves, mais les soupçons étaient là. Maître Béranger prit des notes frénétiquement. Continuez. L'avocat parisien a eu plus de chance. Il a découvert que Patricia vidait leur compte commun et a demandé le divorce en urgence. Mais elle a réussi à partir avec 200 000 AL avant qu'il puisse faire opposition. Philippe sortit d'autres documents. Et voici le plus troublant. Patricia a créé sa société écran, Conseil Dubois SARL, en février 2024, exactement 1 mois avant de commencer à travailler pour Vincent. Elle l'a ciblé? Sans aucun doute. J'ai retrouvé ses recherches sur Vincent. Elle savait qu'il était célibataire avec un enfant, qu'il gagnait bien sa vie
Et surtout, Philippe marqua une pause dramatique. Elle savait que sa mère était veuve et propriétaire. Elle avait fait des recherches au cadastre sur votre appartement du 11e, Madame Moreau. Mon sang se glaça. Comment ça? Elle savait. Patricia s'était renseignée sur toute votre famille. Elle connaissait la valeur de votre appartement, elle savait que vous n'aviez pas d'autres enfants, elle avait même consulté les archives du journal local pour retrouver l'avis de décès de votre mari. Maître Béranger frappa la table du poing. Cette garce avait tout planifié. Elle ne s'est pas contentée de séduire Vincent, elle a étudié votre famille comme on étudie une cible. Il y a pire, continua Philippe. J'ai trouvé dans ses emails que la police a saisi hier des échanges avec un établissement privé en Suisse. Elle avait déjà réservé une place dans une maison de retraite pour personnes en perte d'autonomie cognitive. La réservation date du mois dernier. La nausée me prit. Elle avait déjà prévu de m'interner, avec certificats médicaux de complaisance. Elle avait contacté un médecin radié de l'ordre pour falsifier un diagnostic de démence sénile. Je dus m'asseoir. L'ampleur de la conspiration me donnait le vertige. Ce n'était pas un coup de tête, c'était une entreprise criminelle minutieusement orchestrée. Mais Maître Béranger n'en avait pas fini avec les mauvaises nouvelles. Madame Moreau, Philippe a découvert autre chose. Votre fils n'était pas juste complice, il était associé. Comment ça? Philippe sortit de nouveaux documents. Vincent a créé sa propre société en mars 2024, VM Consulting, officiellement pour ses activités d'informatique. En réalité, cette société était destinée à recevoir l'argent de Patricia après vos internements respectifs. Mes internements? Madame Moreau, la voix de Maître Béranger était grave. Il n'avait pas prévu de vous garder longtemps en vie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les mots résonnaient dans ma tête comme des coups de marteau. Les emails entre Vincent et Patricia sont explicites, reprit Philippe. Une fois que vous auriez signé les donations, sous l'effet de médicaments qui vous auraient rendu confuse, il prévoyait d'augmenter progressivement les doses jusqu'à provoquer un arrêt cardiaque. Un meurtre déguisé en mort naturelle, précisa Maître Béranger. Avec votre âge et un dossier médical bidouillé, personne n'aurait enquêté. Je portais ma main à ma poitrine. Et Lucas, envoyé dans un pensionnat en Allemagne. Vincent aurait récupéré sa garde complète et l'aurait éloigné pour qu'il ne puisse jamais témoigner. Dans leur plan, Lucas ne devait revoir la France qu'à sa majorité. Quand tout l'argent aurait disparu, ajoutai-je dans un souffle. Cette fois, je fondis en larmes. Pas de tristesse, mais de rage. Une rage si pure qu'elle me brûlait les veines. Mon fils avait planifié de m'assassiner, de transformer Lucas en orphelin, de détruire Claire. Tout ça pour l'argent. Combien? Demandai-je quand je retrouvai ma voix. Combien ils espérèrent voler? Oui. Philippe consulta ses notes. Votre appartement, 650 000 $. Celui de Claire, 420 000 $. Les comptes bancaires de Claire, 180 000 $. Vos économies qu'ils pensaient retrouver. Ils tablaient sur 100 000. Plus l'assurance vie de Claire, 500 000. Total, 150 000. Ils se trompaient sur mes économies. Ah oui? Maître Béranger leva un sourcil intrigué. J'ai 1200 000 d'économies réelles. Plus mon pied-à-terre à Bordeaux qui vaut 300 000. Vincent ne connaît pas l'existence de cette fortune. Philippe siffla admirativement. 1500 000 qu'il n'avait pas comptabilisées. Madame Moreau, vous étiez assise sur une bombe et vous ne le saviez même pas. Que faisons-nous maintenant? Maître Béranger se leva et commença à arpenter son bureau. Nous avons 48 heures avant leur possible remise en liberté. Voici ce qu'on va faire. Elle détailla son plan avec la précision d'un général préparant une bataille. Primo, Philippe va approfondir l'enquête sur le médecin de Nice. Si on peut prouver que Patricia l'a tué, ça change tout. Deuxièmement, nous allons faire analyser vos cheveux par un laboratoire privé pour vérifier s'ils ont déjà commencé à vous empoisonner. Mon cœur s'arrêta. Vous pensez qu'ils ont déjà essayé? Les symptômes que vous décrivez, fatigue, confusion, trou de mémoire, correspondent à un empoisonnement progressif aux benzodiazépines. Vincent avait-il accès à votre nourriture? Je réfléchis. Il venait déjeuner chez moi tous les dimanches. Il m'apportait souvent des gâteaux de la pâtisserie La Durée. Ces gâteaux, vous les avez encore? Le dernier date de dimanche dernier. Il est encore dans mon réfrigérateur. Parfait. Philippe, vous récupérez ce gâteau et l'emmenez au laboratoire. S'il y a des traces de drogue, Vincent ne sortira jamais de prison. Le détective nota tout. Et pour la suite? Nous protégeons Madame Moreau et Lucas. Je vais demander une ordonnance de protection d'urgence. Ensuite,
Nous constituons partie civile dans l'enquête criminelle. Et enfin, elle me regarda droit dans les yeux. Nous récupérons chaque centime qu'ils ont volé. Avec les intérêts, les dommages-intérêts et les pénalités, Vincent va découvrir que voler sa mère coûte très cher. Le téléphone de Philippe sonna. Il décrocha, écouta, puis raccrocha avec un sourire satisfait. Excellente nouvelle. La police vient de perquisitionner l'appartement de Patricia. Ils ont trouvé des documents sur 5 autres veuves fortunées qu'elle avait dans le collimateur. Votre fils n'était qu'une étape dans un plan beaucoup plus large. 5 autres femmes? 5 autres vieilles qu'elle comptait dépouiller. L'une d'elles, Madame Petit, 78 ans, avait déjà commencé à présenter des symptômes de confusion. Sa famille pensait à Alzheimer. En réalité, son aide-soignante, une complice de Patricia, l'empoisonnait depuis 3 mois. Maître Bérengère frappa dans ses mains. Parfait, Patricia ne ressortira jamais de prison. Organisation criminelle, tentative d'assassinat en série, escroquerie en bande organisée. Elle va prendre au minimum 15 ans. Et Vincent? 10 ans minimum. Complicité de tentative d'assassinat sur sa propre mère, ça ne passe pas inaperçu devant un jury. Philippe consulta sa montre. J'ai rendez-vous dans 1 heure avec l'ex-femme de l'avocat parisien. Elle a accepté de témoigner sur les méthodes de Patricia. Puis je file à Nice interroger l'expert automobile sur l'accident du médecin. Moi, je prépare l'assignation, ajouta Maître Bérengère. Madame Moreau, d'ici ce soir, vous aurez récupéré la garde provisoire de Lucas et Vincent sera interdit de vous approcher. Je me levai, sentant mes forces revenir. Il y a une chose que vous devez savoir. Laquelle? Claire était enceinte. Le silence retomba sur le bureau. Elle ne le sait pas encore, mais hier, au mariage, elle m'a dit qu'elle avait des nausées depuis 1 semaine, qu'elle avait pris rendez-vous chez le gynécologue pour mardi. Maître Bérengère devint livide. Vincent allait tuer sa femme enceinte et son propre enfant. Cette révélation changea l'atmosphère de la pièce. Ce n'était plus seulement de l'escroquerie ou même de la tentative de meurtre. C'était de l'infanticide prémédité. « Madame Moreau, dit Philippe d'une voix grave, votre courage a sauvé au moins 4 vies. La vôtre, celle de Claire, celle de Lucas et celle de l'enfant à naître. Je pensais aux autres veuves sur la liste de Patricia. Combien de vies mon geste avait-il protégé? Il faut que je rentre, dis-je finalement. Lucas m'attend, il dort chez moi depuis hier soir. Comment va-t-il? S'inquiéta Maître Bérengère. Il m'a dit, Mamie, maintenant je sais que papa était méchant. Mais vous êtes la plus forte de toutes les mamies. Il a 9 ans et il comprend mieux la situation que certains adultes. En sortant du cabinet, je repensais aux mots de Lucas. La plus forte de toutes les mamies. Peut-être avait-il raison. À 69 ans, j'avais démantelé un réseau criminel, sauvé des vies et protégé mon petit-fils. Mais le plus dur restait à venir. Affronter Vincent face à face lors du procès. Regarder dans les yeux l'homme qui avait voulu me tuer et qui portait le même nom que l'enfant que j'avais allaité 45 ans plus tôt. Cette pensée me donna presque envie de pleurer. Presque. Mais les larmes devraient attendre. Lucas avait besoin d'une grand-mère forte et Claire d'une alliée. Patricia et Vincent avaient sous-estimé la vieille couturière. Ils allaient apprendre que parfois, les grands-mères savent très bien se défendre. 6 mois plus tard, le 18 mai 2025, je poussais les lourdes portes du tribunal correctionnel de Paris. Lucas tenait fermement ma main, ses petits doigts serrés comme s'il voulait me donner sa force. À 10 ans maintenant, il avait mûri trop vite, mais son regard gardait cette détermination qui me rappelait mon défunt mari. « Mamie, vous êtes sûre que papa ne pourra plus nous faire du mal? J'en suis certaine, mon chéri. Aujourd'hui, c'est le jour où la vérité va gagner. » La salle d'audience était bondée. Claire, remise de ses émotions et maintenant enceinte de 6 mois, était assise au premier rang avec ses parents. Son ventre rond sous sa robe bleu marine rappelait à tous l'enfant que Vincent avait voulu tuer avant même sa naissance. Maître Bérengère vint nous saluer. « Madame Moreau, tout est prêt. Les analyses du laboratoire ont confirmé la présence de benzodiazépine dans vos cheveux et dans le gâteau La Durée. Vincent vous empoisonnait depuis au moins 3 mois. » Mon estomac se serra. 3 mois, pendant lesquels mon propre fils versait du poison dans ma nourriture, en souriant, en m'embrassant sur le front avant de partir. Et pour Patricia? L'expert automobile de Nice a accepté de témoigner. Il va confirmer que la voiture du médecin avait bien été sabotée. Patricia va tomber pour meurtre avec préméditation. Les portes de la salle s'ouvrirent. 2 gendarmes escortèrent les accusés. Patricia d'abord,
amaigri, ses cheveux bruns ternes tirés en arrière, plus rien de l'élégance sophistiquée qu'elle affichait au mariage. Puis, Vincent. Mon cœur se broya quand je vis mon fils. Lui aussi avait maigri, ses yeux cernés évitaient soigneusement mon regard. Quand il passa près de nous, Lucas se cacha derrière moi. « Mesdames et messieurs les jurés, commença le procureur de la République, vous allez entendre l'histoire de deux prédateurs qui ont transformé l'amour familial en piège mortel. Patricia Dubois et Vincent Moreau ont orchestré un plan criminel d'une froideur glaçante. Assassiner méthodiquement tous les membres d'une famille pour s'approprier leur patrimoine. » Il se tourna vers Patricia. L'accusée Dubois n'en était pas à son coup d'essai. Nos investigations ont révélé qu'elle avait déjà tué au moins une fois. Le docteur Martineau, son deuxième époux, est mort dans un accident de voiture dont elle avait saboté les freins. Patricia resta impassible, mais je vis ses mains trembler légèrement. L'accusé Moreau, lui, a choisi d'empoisonner sa propre mère, de planifier l'assassinat de son épouse enceinte et d'abandonner son fils dans un pensionnat étranger. Tout cela pour de l'argent. Le procureur fit une pause théâtrale. Mais ces deux accusés ont commis une erreur fatale. Ils ont sous-estimé leur victime principale. Madame Geneviève Moreau, 69 ans, a non seulement déjoué leur plan, mais elle a permis d'arrêter un réseau criminel qui s'apprêtait à faire d'autres victimes. Maître Bérenger se leva pour ma première déposition. « Madame Moreau, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez découvert la vérité ?» Je me dirigeais vers la barre, les jambes fermes, malgré l'émotion. Tout a commencé par l'intuition de mon petit-fils Lucas. Il m'a remis une enveloppe contenant des preuves que Vincent et Patricia cachaient à leur liaison. Que contait cette enveloppe exactement ? Des photos de mon fils et de Patricia dans des situations intimes. Des relevés bancaires prouvant le détournement de 85 000 € sur les comptes de Claire. Et surtout, un enregistrement où Vincent planifiait ma mort et celle de sa femme. Un murmure parcourut l'assistance. Vincent baissait la tête, incapable de me regarder. Mais il y avait une chose que mon fils ignorait, continuai-je d'une voix qui portait dans toute la salle. Le président du tribunal fronça les sourcils. Laquelle, Madame Moreau ? Ma véritable situation financière. Je sortis de mon sac une chemise plastifiée. Vincent pensait que j'avais tout au plus 100 000 € d'économie. En réalité, voici mes relevés bancaires authentiques. Je tendis les documents au greffier. Compte Crédit Lyonnais, 450 000 €. Compte BNP Paribas, 380 000 €. Portefeuille d'investissement chez Rothschild, 370 000 €. Plus mon appartement du 11e arrondissement et mon pied-à-terre à Bordeaux. Le silence était total. Vincent avait relevé la tête, stupéfait. Total de mon patrimoine, 1 500 000 €. Mon fils voulait me tuer pour récupérer un héritage qu'il estimait à 100 000 €. S'il avait patienté et s'était contenté d'être un bon fils, il aurait hérité de 15 fois plus. Patricia se tourna vers Vincent, les yeux exorbités. Elle venait de comprendre l'ampleur de leur erreur. « Vincent, siffla-t-elle assez fort pour que toute la salle entende, tu m'avais dit que ta mère était pauvre. Tu m'as fait risquer ma vie pour des miettes. »« Tais-toi, » répliqua Vincent. « C'est toi qui as tout planifié. Moi, je n'aurais jamais. »« Jamais quoi ?» Patricia se leva brusquement, faisant sursauter les gendarmes. « C'est toi qui as proposé d'empoisonner ta mère. C'est toi qui as dit qu'il fallait éliminer Claire. J'ai tout enregistré, espèce d'imbécile. » L'avocat de Patricia sortit un petit enregistreur de sa mallette. « Monsieur le Président, ma cliente souhaite verser au dossier de nouveaux éléments. » La voix de Vincent emplit la salle. « Patricia, ma mère commence à se douter de quelque chose. Il faut accélérer les doses. Dans 2 semaines, elle devrait faire un arrêt cardiaque. Et pour Claire, j'ai repéré l'endroit parfait sur la route de la Corniche. Un virage sans glissière de sécurité. On dira qu'elle conduisait trop vite. » Claire poussa un cri déchirant et porta ses mains à son ventre. Sa mère la serra contre elle en pleurant. « Tu entends ça, Vincent ?» hurla Patricia. « Tu voulais tuer ton propre enfant. Et moi, je suis censée garder le silence pour te protéger ?» Vincent bondit de sa chaise. « C'est toi qui m'as manipulé, tu m'as rendu fou. Avant de te connaître, je n'aurais jamais... » « Silence !» Le président frappa son marteau. « Madame Dubois, rasseyez-vous. Monsieur Moreau, vous aurez la parole en temps voulu. » Mais Patricia était déchaînée. « Il ment, il ment. C'est lui qui m'a contacté en premier. Il m'a dit qu'il voulait se débarrasser de sa mère parce qu'elle le surveillait trop. Il cherchait quelqu'un pour l'aider. C'est faux !» Vincent se débattait contre les gendarmes qui tentèrent de le maîtriser. « Maman, ne l'écoutez pas. C'est elle qui m'a séduit.
C'est elle qui a tout organisé. Je me levai lentement et regardai mon fils droit dans les yeux pour la première fois depuis le mariage. « Vincent » dis-je, d'une voix calme qui contrasta avec le chaos ambiant. « Pendant 45 ans, j'ai été ta mère. Je t'ai nourri quand tu avais faim, soigné quand tu étais malade, consolé quand tu pleurais. » Ma voix se raffermit. « J'ai vendu mes bijoux pour payer tes études. J'ai hypothéqué mon appartement pour t'aider à acheter le tien. J'ai gardé Lucas tous les week-ends pour que tu puisses refaire ta vie après la mort de sa mère. » Je sortis de mon sac une feuille de papier pliée. « Voici la liste exacte de tout ce que je t'ai donné en 20 ans. 180 000 € en chèques et virements, 50 000 € en cadeaux et équipements, 75 000 € de garde gratuite pour Lucas calculé au tarif des nounous parisiennes. » Vincent était devenu livide. « Maman, 305 000 € Vincent, plus de 300 000 € que je t'ai donnés par amour, et toi, tu as voulu m'empoisonner pour récupérer 100 000 € d'héritage supposé. » Je dépliai entièrement la feuille. « Mais sais-tu ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas la tentative d'empoisonnement. Ce n'est pas même ton plan pour tuer Claire et ton enfant à naître. » Vincent me regardait, les larmes aux yeux. « Ce qui me brise le cœur, c'est que dans ton enregistrement, tu parles de moi comme de la vieille. Pendant 9 mois, je t'ai porté dans mon ventre. Pendant 45 ans, je t'ai aimé inconditionnellement. Et pour toi, j'étais juste la vieille qui t'empêchait d'être riche. » Vincent s'effondra sur sa chaise, le visage dans les mains. « Maman, pardonnez-moi, j'ai perdu la tête. Patricia m'a manipulée. » « Non, Vincent, Patricia t'a révélé qui tu étais vraiment. Et ce que tu es vraiment, c'est un homme capable de tuer sa mère pour de l'argent. » Je me tournai vers le tribunal. « Monsieur le Président, j'ai une dernière chose à dire. Je vous écoute, Madame Moreau. Je retire mon fils de mon testament. Mes 1500. 000 € iront intégralement à Lucas quand il aura 25 ans, et en attendant, serviront à financer sa scolarité et son éducation. Vincent n'hériterait pas d'un centime, même si je lui pardonnais, ce qui ne sera jamais le cas. » Patricia éclata d'un rire hystérique. « Tu vois, Vincent, tu vois, tu as tout perdu, ta mère, ta femme, ton fils, ton héritage. Et pourquoi? Pour moi, une femme qui ne t'a jamais aimé. Fermez-la !» Vincent bondit vers elle, mais les gendarmes l'interceptèrent. « Messieurs les jurés, » dit le procureur en se levant, « vous venez d'assister à l'effondrement moral complet de 2 criminels. Ils se déchirent, se dénoncent mutuellement, mais ne montrent aucun remords envers leurs victimes. » Le délibéré ne dura que 40 minutes. À 17h30, le tribunal rendit son verdict. « Patricia Dubois, vous êtes condamnée à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre avec préméditation, tentative d'empoisonnement, escroquerie en bande organisée et blanchiment d'argent. » Patricia s'écroula. 20 ans. Elle sortirait de prison à 62 ans si elle survivait jusque-là. Vincent Moreau, vous êtes condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative d'empoisonnement sur ascendant, complicité de tentative de meurtre et escroquerie. Mon fils ne réagit pas. Il fixait le vide, absent. De plus, vous êtes déchu de vos droits parentaux concernant votre fils Lucas Moreau, et interdiction vous est faite d'approcher les victimes pendant 20 ans après votre sortie de prison. En sortant du tribunal, Lucas me prit la main. « Mamie, papa va rester longtemps en prison ? » ?»« Oui, mon chéri, très longtemps. Tant mieux. Comme ça, vous ne risquez plus rien. » Claire nous rejoignit, son ventre proéminent témoignant de la vie que Vincent avait voulu détruire. « Madame Moreau, comment puis-je vous remercier ? » ?»« En étant heureuse, ma petite Claire, en élevant cet enfant dans l'amour et en venant nous voir de temps en temps, Lucas et moi. Tous les dimanches, si vous voulez. 15 ans de prison pour Vincent, 20 ans pour Patricia. Justice était faite, mais au-delà de la satisfaction, je ressentais une paix profonde. J'avais protégé Lucas, sauvé Claire et son bébé, et probablement épargné d'autres victimes. La vieille couturière avait eu raison de l'organisation criminelle. Et Lucas aurait désormais la chance de grandir entouré d'amour, loin de la toxicité de son père. Parfois, il faut savoir couper le fil, même quand il relie à son propre enfant. 6 mois après le procès, par un matin de novembre ensoleillé, je me tenais dans le jardin de ma maison bordelaise, regardant Lucas jouer avec Biscotte, le petit chien que nous avions adopté la semaine précédente. Mes cheveux, désormais coupés au carré et teintés d'un châtain clair qui effaçait le gris terne, dansaient dans la brise atlantique. J'avais troqué mes éternels cardigans sombres contre un pull en cachemire rose poudré et un pantalon blanc. À 70 ans, je me découvrais une élégance que je m'étais refusée pendant des décennies. « Mamie, regardez, Biscotte a appris à rapporter la balle. »
Lucas avait grandi de 10 centimètres et pris du poids. Ses joues rondes avaient retrouvé cette couleur rosée de l'enfance insouciante. Fini les cernes, fini les cauchemars. Il parlait de son père sans amertume, comme d'un chapitre fermé de sa vie. C'est merveilleux, mon chéri. Tu es un excellent éducateur. Notre nouvelle vie à Bordeaux s'organisait autour de rituels simples et heureux. Le matin, petit déjeuner sur la terrasse avec croissant chaud de la boulangerie Mola. Lucas partait ensuite à l'école primaire Sainte-Marie, à 5 minutes à pied, tandis que je me rendais au centre social du quartier Chartron. 3 fois par semaine, j'y animais des cours de couture pour femmes en difficulté. L'atelier de Geneviève était devenu un refuge où une quinzaine de femmes, certaines sorties de prison, d'autres victimes de violences conjugales, quelques-unes simplement isolées, venaient apprendre à coudre et, surtout, à retrouver confiance en elles. « Madame Geneviève » me dit Fatima, une jeune Marocaine de 25 ans, en me montrant la robe qu'elle confectionnait pour sa fille. Mes mains tremblaient tellement la première fois. Maintenant, regardez. Ses doigts couraient avec assurance sur le tissu fleuri. 2 mois plus tôt, elle sortait de l'hôpital après que son mari l'eût battue au point de lui casser le poignet. Aujourd'hui, elle recousait sa vie, point par point. La couture, c'est comme la guérison, Fatima. Ça demande de la patience, mais à la fin, on crée quelque chose de beau. Yasmine, 45 ans, ancienne détenue pour vol, leva les yeux de son ouvrage. « Madame Geneviève, j'ai une bonne nouvelle. L'atelier de retouche de la rue Sainte-Catherine veut m'embaucher. Grâce à ce que vous m'avez appris. » Mon cœur se gonfla de fierté. « Tu le mérites, Yasmine. Tu as des mains d'or. » L'après-midi, je récupérais Lucas à l'école et nous nous promenions dans le centre historique de Bordeaux. Place de la Bourse, quai des Chartrons, jardin public. Cette ville nous avait adoptés comme nous l'avions adopté. « Mamie, vous croyez que papa pense à nous en prison ?»« Je ne sais pas, Lucas. Et tu sais quoi? Ce n'est plus notre problème. » « Vous lui pardonnez ?» Je réfléchis longuement avant de répondre. « Pardonner, c'est différent d'oublier. Je ne pense plus à ton père avec colère, mais je ne veux plus jamais le revoir. Moi non plus. J'ai ma vraie famille maintenant. Vous, Claire, le bébé et Biscotte. » Claire venait nous voir tous les 15 jours avec sa petite Emma, née en septembre. Un bébé magnifique aux yeux verts de sa mère et qui, heureusement, ne ressemblait en rien à Vincent. Claire avait refusé que l'enfant porte le nom de Moreau. Emma Dubois-Leclerc, avait-elle annoncé fièrement. Le nom de ma mère et de mon père. Rien de Vincent ne doit marquer cet enfant. Lors de sa dernière visite, Claire m'avait apporté des nouvelles de la prison. Patricia a été agressée par d'autres détenus qui avaient appris qu'elle tuait des personnes âgées. Elle est maintenant en isolement cellulaire. Elle ne sortira probablement pas vivante de prison. Et Vincent? Il a fait une dépression nerveuse. Il refuse de vous écrire. Il dit qu'il a trop honte. Son avocat a tenté un appel, mais avec les nouvelles preuves que l'enquête a révélées, effectivement, l'enquête avait mis au jour 3 autres tentatives d'empoisonnement orchestrées par Patricia dans d'autres villes. À Marseille, une veuve de 73 ans était morte naturellement, 6 mois après avoir fait la connaissance d'une aide-soignante qui correspondait exactement au signalement de Patricia. L'exhumation avait révélé des traces massives de digitaline. Vincent et Patricia ne sortiraient jamais de prison. 25 ans pour lui après révision, 30 ans pour elle. Il mourrait, probablement derrière les barreaux. Cette justice absolue me procurait une satisfaction tranquille. Pas de vengeance, juste l'assurance que d'autres familles seraient à protéger. Un dimanche matin de décembre, en préparant le petit déjeuner, je trouvais Lucas assis dans le salon, regardant une vieille photo de Vincent enfant. « Ça va, mon chéri ?» Je me demandais juste comment papa était quand il était petit comme moi. Je m'assis près de lui. Il était adorable, souriant, curieux, affectueux. Il m'aidait à coudre en tenant les épingles. Il me disait qu'il m'aimerait toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, Lucas, les gens changent. L'argent, l'ambition, la peur de manquer, ça peut transformer quelqu'un en étranger. Moi, je ne changerai jamais avec vous, mamie. Je le sais, mon amour, parce que tu as bon cœur. Et ça ne change pas. Ce soir-là, après avoir couché Lucas, je m'installais sur ma terrasse avec une tisane à la camomille. Bordeaux scintillait en contrebas. La Garonne coulait paisiblement. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix totale. Mon téléphone sonna. Maître Bérangère. Madame Moreau, j'ai une excellente nouvelle.
le ministère de la Justice souhaite vous remettre la médaille du courage civil pour avoir démantelé le réseau de Patricia. La cérémonie aura lieu à Paris en janvier. C'est très gentil, mais je ne cherchais pas les honneurs. Vous les méritez. Votre courage a sauvé des vies, et puis, Lucas sera fier de sa grand-mère. Après avoir raccroché, je repensais au chemin parcouru. 18 mois plus tôt, j'étais une veuve effacée, vivant dans la peur de déranger, acceptant les miettes d'affection de mon fils. Aujourd'hui, j'étais une femme libre, respectée, utile. Mon patrimoine avait même fructifié. Les 1,5 million d'euros sagement investis par un gestionnaire recommandé par Maître Bérengère valaient maintenant 1,7 million. Lucas hériterait d'une fortune considérable, mais plus important, il grandirait dans l'amour et la sécurité. Vincent avait voulu me tuer pour 100 000 euros supposés. Il avait perdu 1 700 000 euros réels, plus l'amour inconditionnel d'une mère. Le calcul était simple. La cupidité ne paie jamais. En rentrant dans la maison, je passais devant le miroir de l'entrée. La femme qui me regardait avait les yeux clairs, le dos droit et un sourire apaisé. Plus rien à voir avec la vieille dame terrifiée qui se cachait dans son appartement du 11e. Lucas dormait profondément. Biscotte roulait en boule à ses pieds. Demain, nous irions au marché des Capucins acheter des tissus pour confectionner des déguisements de carnaval. Puis nous rendrions visite à Fatima, qui nous invitait à goûter ses pâtisseries marocaines. Une vie simple, une vie vraie, une vie où l'amour n'était plus un danger. En éteignant les lumières, je murmurais dans le silence « Merci Lucas de m'avoir dit de regarder sous cette table. Tu as sauvé ta grand-mère. » Et dans mon cœur, j'ajoutais « Parfois, les enfants protègent mieux leurs grands-parents que les parents ne protègent leurs enfants. L'amour vrai n'a pas d'âge, mais il a toujours raison. »